Alors, ça y est, c'est lancé. Alors, qui nous a rejoint? Alors, tu verras, il y a toujours un décalage au moment où on pose une question. Alors, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Par contre. Sur la droite, tu as clique sur le chat, tu verras, tu as le chat, c'est là où tu vas pouvoir voir les. Donc, pour l'instant, il y a 8 personnes. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui se connectent. Bienvenue sur, comment on va l'appeler? Radio Bourgueil. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Dites-nous bonjour sur la barre de chat qu'on voit qui est là. Et surtout, dites-nous si vous nous entendez. On va faire quelques essais techniques avant de démarrer. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc, comme vous voyez, on est deux aujourd'hui. Hein, je ne suis pas tout seul, comme promis. Alors, bonjour Enzo. Et vraiment, dites-nous si le son est bon. On va faire 2-3 vérifs avant de démarrer. Et puis, on va démarrer d'ici 2 minutes. On va démarrer assez rapidement. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour Gilles. Bonjour depuis Paris. Ravi. Bien oui, on a des Parisiens, c'est super. Dites-nous d'où vous venez aussi. Salut Morgane. Parfait le son, formidable. Gilles, le son est très bon, c'est super. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Bonjour Denis. Voilà, dites-nous bonjour, dites-nous d'où vous venez, puis on va attendre les retardataires. Enfin, ils ne sont pas encore en retard parce qu'il n'est pas encore 18 h. Puis on va commencer après assez vite. Alors, bonjour Enzo. Bonjour d'Angers. Ah, on a des Toulousains. On a Nicolas de Toulouse. Très bien ça. On a Morgane depuis 86. Gilles qui nous vient des Yvelines. Très bien, très bien. Son nickel depuis La Rochelle. Formidable. Bonjour Edouard. Je reconnais quelques noms qui étaient déjà là la fois dernière. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Juste avant de démarrer, quelques rappels techniques. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une petite défaillance d'Internet, que ce soit chez moi, chez Jean-Marie ou chez vous. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, si jamais il y a un petit souci, n'hésitez pas à rafraîchir votre navigateur, voire même à vous reconnecter en utilisant le même lien que vous avez utilisé pour nous rejoindre. Donc, voilà. En tout cas, nous, si jamais il y a une petite défaillance, que ce soit moi ou Jean-Marie, nous, on ne bouge pas, on reste là et puis on se reconnectera de la même manière. Salut Jimmy. Comment ça va Jimmy? Bonjour Bruno. On a, comme vous voyez, il y a une barre de chat sur la droite. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. L'idée, c'est vraiment que ce soit interactif. En plus, on a un vigneron avec nous aujourd'hui qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. Si jamais on zappe une de vos questions, ne nous en voulez pas. On peut éventuellement rater une question parce que parfois, il y a toujours un petit décalage. Hein. À partir du moment où vous posez une question, ou nous, on vous pose une question et vous répondez, il y a 5, 6, parfois un peu plus, 5-6 secondes de décalage, donc on n'a pas tout de suite la réponse. Et si on zappe une question, peut-être que on pourrait y revenir à la fin, donc ne nous en voulez pas. Et parfois, on peut zapper une question s'il s'agit d'un sujet qu'on va traiter rapidement. Donc voilà. Donc ne nous en voulez pas. Bonjour de la Bretagne. Bonjour Hélène, bonjour Nicolas. On a une trentaine. Mais écoutez, on va démarrer. Hein. Il est 18h01 à ma montre. Donc, bienvenue à tous. Ravi de faire cette troisième conférence sur les vins de Bourgueil. Et aujourd'hui, on va parler de la vinification de tout ce qui se passe dans le chai. Donc, si vous nous écoutez bien et si vous écoutez bien Jean-Marie, il est probable que vous sachiez faire du vin à la fin de cette conférence. Donc voilà, on va vous expliquer ce qui se passe une fois que les raisins sont vendangés. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie qui est à côté de moi, que vous voyez à l'écran, qui va aussi se présenter son domaine dans un instant. Donc voilà, on va vous apprendre à faire du vin aujourd'hui. Du vin rouge, surtout du vin rouge. Et puis on parlera un petit peu de rosé et puis un peu de vin blanc si vous avez des questions. Alors, donc on est là ensemble pour 1 heure à peu près, hein, peut-être un peu moins d'1 heure, on verra. Et puis avec les questions-réponses, ça fera 1 heure.
Essayez de vous mettre dans un coin tranquille. Je sais que c'est pas toujours facile en période de confinement, surtout quand on a des enfants. Donc, n'hésitez pas à mettre votre portable en mode silencieux, à fermer votre page Facebook et Instagram et à vous mettre au calme avec un. Vous pouvez prendre un crayon si vous voulez prendre des notes, sachant que je vous enverrai la présentation si vous voulez après. Donc, utilisez le chat sur la droite, essayez de rester jusqu'à la fin, on a une petite surprise pour vous. Et puis encore une fois, hein, je leur dis, je le disais au tout début, si jamais il y a un petit souci technique, ça peut arriver, soit chez vous, soit chez nous, on se reconnecte, on reste là, on ne bouge pas, et on continue la conférence. OK? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais présenter Jean-Marie qui est avec nous. Donc, Jean-Marie, merci de nous rejoindre pour cette séance. Alors, on va parler d'un sujet un peu technique, donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'avoir un vigneron qui soit là pour prendre le relais de ce que je vais raconter et il sera un peu plus rentré dans les détails et répondre à votre question. Peut-être que Jean-Marie, je te laisse te présenter 2 minutes, si tu m'entends toujours. Eh bien, bonjour à tous. Ouais, je vous entends. Bonjour à tous. Il y a trop de prénoms pour que je puisse dire bonjour à chacun d'entre vous. Alors, bienvenue dans la présentation. Moi, je me vois plus. Je sais pas si c'est normal. Si, tu te vois, mais t'es à gauche. Je t'ai mis en haut à gauche. Je suis vigneron sur la. Ouais, c'est bon. Ouais, je suis vigneron sur la commune de Benay et depuis plus d'une trentaine d'années. Et la particularité de mon exploitation, c'est que je suis adhérent d'une coopérative. Alors, on va parler de vinification, mais je ne vinifie pas à la maison. Je vinifie dans une coopérative qui s'appelle la coopérative Robert et Marcel. Bon, après, les techniques de vinification, ce sont les mêmes qu'on vinifie en chai particulier ou en coopérative. Hein, quand on rentrera dans les petits détails, vous verrez que les grands principes sont les mêmes. Voilà. La coopérative, elle s'appelle la coopérative Robert et Marcel. Elle a été fondée en 31. 31, c'était également une période de récession suite à la crise de 1929. Vous voyez, il y a des événements qui se reproduisent un jour ou l'autre, et aujourd'hui, on est un petit peu dans une récession aussi. Et je ne sais pas si elle est aussi grave que celle de 29, mais 29, apparemment, c'était très grave pour que les gens s'unissent pour être plus forts pour le commerce. Voilà. Et que dire d'autre? Moi, j'exploite une petite douzaine d'hectares sur l'appellation Bourgueil exclusivement, hein, principalement en rouge, un tout petit peu en rosé. Et puis, je suis en exploitation biologique. Voilà. Et je réponds à une question là. C'est vrai que quelqu'un me disait, mais Robert et Marcel, c'est à Saumur. Ben, c'est pas que à Saumur, c'est aussi à Restigné. Voilà, la cave de Restigné fait partie du groupe, on peut dire Robert et Marcel. Depuis combien de temps, Jean-Marie? Voilà, alors, nous, la coopérative de Restigny, elle avait été fondée en 31 et on a rejoint la coopérative, on a fusionné avec la coopérative Robert et Marcel en 2016. C'est-à-dire que maintenant, on a aussi bien les vins de Bourgueil que les vins du Saumurois et de l'Anjou, notamment les Saumur Champigny, les Anjou, les Rosés de Loire. Enfin, il y a toutes les appellations de nos trois départements même. Et est-ce que Jean-Marie me. Et là, on est ici pour parler des vins de Bourgueil. Voilà. Et ce que Jean-Marie m'expliquait aussi, c'est qu'il apporte son raisin à la cave et une partie de son raisin va servir à faire des vins qui seront commercialisés par Robert et Marcel. Et il récupère lui aussi une partie du vin que lui commercialise lui-même avec son nom sur les étiquettes. Voilà, voilà. Alors, voilà. Pour préciser, c'est une des rares coopératives qui fait des vinifications de prestations. C'est-à-dire qu'il y a une partie que je fais faire en prestation de service et je fais la prestation pour mon nom et c'est isolé de A à Z dans des cuves séparées. Voilà. On reparlera un peu de tout ça à la fin. À la fin, on reparlera, je vous parlerai aussi des maisons des vins et on reparlera aussi de la cave de Restigné. Donc, on fera un petit rappel sur la cave Robert et Marcel à la fin. Et on va rentrer, nous, dans le vif du sujet. Alors, je vais vous faire une petite introduction sur l'AOC Bourgueil, assez rapide, pour situer où on est, ce que c'est que le vin de Bourgueil. Et puis ensuite, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet sur les différentes étapes de la vinification d'un vin rouge. Et puis, comme je vous le disais, on parlera de notre
de Maison des Vins, notre boutique en ligne, et on vous réserve une petite surprise à la fin. Juste pour resituer l'appellation, hein, donc je pense que vous êtes quand même nombreux à connaître Bourgueil, et puis on en avait déjà parlé lors des précédentes présentations. Mais je préfère juste rappeler deux, trois chiffres, resituer où on se trouve. Alors vous avez par-dessus cette jolie photo, on a une petite carte. Donc l'appellation des vins de Bourgueil est située sur la rive droite de la Loire. On est à mi-chemin entre Tours et Saumur, peut-être un tout petit peu plus proche de Saumur, mais voilà à peu près. On est une des rares appellations à être vraiment dans le lit de la Loire, avec notre voisin Saint-Nicolas. Et alors, je vais vous donner quelques chiffres. On est à une quarantaine de kilomètres de Tours. Voilà. Soit vous longez la Loire, vous prenez l'autoroute, c'est assez rapide. On a même une sortie Bourgueil, donc pas d'excuse pour ne pas venir à Bourgueil quand vous êtes sur l'A85. L'appellation Bourgueil, c'est 1400 hectares de vignes, un tout petit peu moins, un petit chouïa moins. Hein. C'est une immense majorité de vin rouge, hein, c'est une appellation principalement de vin rouge, 95%, parfois même plus, hein, puis un petit peu de rosé, des rosés secs, avec un grand cépage qui est le Cabernet Franc, voilà, donc, qui est le grand cépage de Bourgueil. On trouve un petit peu de Cabernet Sauvignon qui est autorisé dans le cahier des charges, mais à pas plus de 10%. Mais voilà, c'est vraiment le Cabernet Franc. Et Bourgueil, c'est à peu près 120 exploitations, on va dire des toutes petites exploitations les plus petites autour de 4-5 hectares, et on va jusqu'à un peu plus de 40 hectares pour les plus grosses. Mais en moyenne, on est sur entre 15 et 20 hectares par exploitation. Et alors, pour vous donner une idée aussi de la production, un chiffre que j'aime bien utiliser, une année sans gel, une année où tout se passe bien, les conditions sont bonnes, c'est une appellation qui produit à peu près 8 millions de bouteilles. Donc, 8 millions de bouteilles, ça paraît un gros chiffre comme ça, mais si on compare par rapport à d'autres régions viticoles, je pense au Bordelais, par exemple, où là, c'est plutôt 800 millions de bouteilles, donc on est sur d'autres échelles. C'est finalement un petit écrin, cette appellation de Bourgueil, comparée à d'autres grands vignobles de France. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour vous resituer Bourgueil. Enzo, comment faites-vous du bio avec du matériel qui vinifie tout? Alors, le bio, ça se passe vraiment dans la vigne, mais on en reparlera peut-être après, à la fin. Alors, je peux répondre un petit peu quand même. Ouais, vas-y Jean-Marie, je te laisse répondre à Enzo sur le bio. Comme je disais tout à l'heure, c'est une des rares coopératives qui fait des vinifications séparées domaine par domaine pour beaucoup. Donc les cuves sont isolées de A à Z. Donc ma cuve, c'est pas le vin du voisin. Donc effectivement, c'est bien une cuve qui est tracée en bio, et puis le matériel, ça se rince entre deux utilisations. Voilà Enzo. Merci Jean-Marie. Réponse très claire. Alors, les étapes de la vinification. Donc là, on vous a mis plein de mots de vocabulaire, les mots qu'on utilise pour décrire les différentes étapes. Donc, à la fin, normalement, vous saurez ce qui se cache derrière chacun de ces mots. Alors, on va parler d'égrappage, d'encubage, de macération, de fermentation, qu'elle soit alcoolique, un peu plus tard malolactique, d'écoulage, de décuvage, de pressurage, d'assemblage, voilà. Plein de mots un peu techniques, vous inquiétez pas, on va vous expliquer tout ça jusqu'à la mise en bouteille. Voilà, donc on va démarrer. Petit clin d'œil d'ailleurs à la bouteille que vous voyez à l'écran à droite, qui est la cuvée de Jean-Marie, que vous pouvez trouver dans nos maisons des vins, et je crois sur notre boutique en ligne, si je ne dis pas de bêtises. Alors, voilà, alors on va démarrer en fait toute cette présentation au stade où on récupère les raisins. Donc, on va partir du principe que ça y est, on a ramassé les raisins, les vendanges, les raisins arrivent au chai, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on transforme tous ces raisins en vin? On démarre? Alors, je vais mettre par contre nos deux petites photos sur la droite pour pas qu'elles gênent les jolis dessins. Alors, tac, voilà, on s'est redéplacé en bas à droite. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les raisins arrivent? On va parler tout d'abord des grappages. On va séparer les baies de raisins et de la rafle. Jean-Marie, je te laisse prendre le relais. Oui, alors
chez nous, à Bourgueil, on a la particularité, comme d'autres régions d'ailleurs, mais tout dépend des cépages. Et chez nous, avec le Cabernet Franc, parce que l'appellation Bourgueil, c'est une appellation qui est à 98-19% issue de Cabernet Franc. Il faut savoir que le Cabernet Franc, c'est un cépage qui a une rafle qui est plutôt astringente et herbacée. Le Cabernet Franc, c'est déjà suffisamment corsé et tannique de par la structure même du raisin. On n'a pas besoin d'aller rechercher dans la rafle du raisin. Donc, pour faire la vinification chez nous, on ne met dans la cuve qu'exclusivement le grain, la baie de raisin. La rafle n'est pas bonne en macération, elle nous apporte trop d'amertume et trop de côtés végétaux et herbacés. Alors qu'il y a des régions où ils ont besoin de la structure qui soit rapportée par le côté de la rafle qui leur donne un petit peu de structure, style dans le Beaujolais. Eux, ils ont besoin d'avoir souvent une grappe entière parce que le cépage, leur cépage, le gamay, c'est un cépage qui est beaucoup plus léger d'origine. Nous, en Cabernet Franc, on a suffisamment de matière et de tanin uniquement dans la baie de raisin. Donc, on ne se sert que de la baie de raisin. Alors, tout à fait. Et donc, on va pas forcément, on en reparlait avec Jean-Marie tout à l'heure aussi, éclater les baies, comme disait Jean-Marie. Et ensuite, on va mettre en cuve tous ces raisins, toute cette matière. Hein. Donc, on appelle ça l'encuvage. Donc, on met en cuve le jus et puis toutes les parties solides, donc le raisin, la peau du raisin, ses pépins et le jus. Et puis, le processus de macération va démarrer. Et là, on va aller chercher à extraire de la couleur, hein, parce qu'au final, on va faire du vin rouge. Donc, la couleur rouge va la peau rouge du raisin va nous donner va donner de la couleur au jus. Et c'est comme ça qu'on va obtenir cette couleur rouge. Et on va l'extraire aussi des composés qu'on trouve sur le raisin, sur la peau du raisin, entre autres des arômes. Qu'est-ce que tu peux rajouter, Jean-Marie, par rapport à ça? Je vais peut-être répondre je vois plusieurs questions, notamment Morgane. Les raflages est-il obligatoire dans le cahier des charges à Bourgueil? Écoute, je saurais même pas répondre si c'est obligatoire. Je pense pas qu'il soit obligatoire, mais c'est une tradition depuis toujours. On a toujours éraflé à Bourgueil. Avant, on avait ce qu'on appelait des rappoirs. C'est une grille qui était sur les fûts où on mettait les raisins avant de les apporter au chai dans les cuves. Et de nos jours, on érafle toujours. Ça, c'est plus la tradition. Il y avait une autre question qui nous demandait ce que c'était la rafle. La rafle, c'est la partie végétale qui tient le grain de raisin. Nous, on se sert que du grain de raisin. La rafle, c'est vraiment la structure, le squelette de la grappe. Voilà. Il y a d'autres noms. Ici, on parle d'égrappage. On disait érafler, on disait râper. Tout ça, c'est le même terme pour dire l'égrappage. Je sais plus ce que tu disais, Alexis. Charlotte qui demande si la vendange manuelle est-elle commune à toute l'AOC. Alors, il y a les deux. On trouve les deux à Bourgueil. Il y a la vendange manuelle et vendange mécanique. Voilà, elle n'est pas dans le cahier des charges, la vendange manuelle. Oui, on a les deux. On a les deux. Il n'y a pas d'obligation ni pour l'un ni pour l'autre. Il y a beaucoup de vendanges mécaniques dans le Bourgueillois parce que traditionnellement, vu que la vendange mécanique, c'est le secouage du fruit mûr qui tombe. On n'a pas eu besoin de s'adapter spécifiquement à la machine à vendanger. Il y a des régions où c'est un peu plus compliqué, justement, comme j'expliquais tout à l'heure, quand les régions où ils ont besoin d'une grappe entière. Nous, on a besoin que la baie de raisin. Donc, même si certaines vignes sont vendangées à la machine, même la plupart, cette technique nous convient tout à fait. Voilà. Mais même si c'est vendangé à la machine, ça n'empêchera pas que ça sera repassé dans des éraffoirs avant de rentrer en cuve. Voilà. Donc, on continue? Alors, on continue. Donc, on a mis nos raisins dans la cuve. Alors, je vais vous montrer une photo d'un chai aussi pour vous montrer un peu où est-ce qu'on se situe. Alors là, on a un gros chai. On a quand même un chai avec beaucoup de volume, avec des grandes cuves. On a beaucoup d'exploitations à Bourgueil qui ont des chais bien plus petits que celui-ci. Mais voilà, ce que vous pouvez voir sur cette photo, c'est ces grandes cuves de part et d'autre, sur la droite et sur la gauche.
Et d'ailleurs, on voit même On dans avait la une salle. question tout à l'heure de quelqu'un il y avait quelqu'un qui demandait si les cuves c'était de l'inox ou du béton. Eh bien, on a très souvent les deux matériaux. Il y a des cuves en béton qui sont recouvertes d'époxy. Il y a aussi des cuves en inox, beaucoup maintenant de nos jours, parce que c'est plus facile pour la propreté, pour le nettoyage. Hop. Alors, on va parler maintenant de techniques de pigeage, le remontage pour extraire de la couleur et de la structure. Je te laisse, Jean-Marie, nous parler du pigeage et du remontage. Voilà, bah une fois que le raisin a été mis dans la cuve pour faire la fermentation alcoolique, régulièrement, plusieurs fois par jour, tout dépend chaque vigneron a un petit peu son petit tour de main. On va effectuer ce qu'on appelle le pigeage et les remontages. C'est les deux actions principales qui ont lieu chaque jour, notamment quand il faut contrôler les températures pour éviter qu'il y ait des chapeaux de mare, ils soient trop chauds, parce que le jus, une fois libéré dans la cuve, les parties solides vont remonter tout en haut de la cuve. Donc, pour qu'il y ait une vraie macération, la couleur va être extraite par la macération avec la peau du raisin. C'est la peau du raisin qui contient tous les anthocyanes et les matières colorantes. Donc, pour bien extraire, on va réhomogénéiser l'ensemble en faisant ce qu'on appelle le pigeage. Le pigeage, c'était jadis effectué avec les pieds. Maintenant, c'est souvent des outils plus technologiques, mais c'est toujours le même principe en fin de compte. On enfonce les parties solides dans pour les remettre en suspension dans le jus. Et puis régulièrement, on fait le remontage. Le remontage, c'est avec une pompe. On prend le jus du bas de la cuve pour le remettre par-dessus le chapeau de mare. Tout ça pour faire une extraction des matières qui sont contenues dans la peau des raisins. Ouais. Alors, ce qu'on appelle dans le vocabulaire, ce qu'on appelle le jus, on l'appelle aussi le mou. Quelques mots de vocabulaire. Et le marc, c'est cette partie solide qu'on récupérera après et qui justement qui remonte et qu'on a besoin de redescendre dans la cuve. Il y a une question, Jean-Marie, sur les durées de macération. Combien de temps? Quelles sont ces durées de macération? C'est une bonne question. Alors, les durées de macération, il n'y a rien d'imposé ou d'obligatoire. C'est selon le bon vouloir du vigneron, selon ce qu'il va vouloir faire comme cuvée. Parce qu'à Bourgogne, on a deux grands types de sols. On a des coteaux argilo-calcaires où on fait des vins un petit peu plus charpentés, où on fait des vins un peu plus de garde, où on va faire des cuvées où on va extraire un petit peu plus longtemps. On peut faire des cuvaisons de 15 jours, 3 semaines largement. Et puis, on a aussi un plateau de gravier où on va vouloir faire des vins un petit peu plus coulants, des vins plus légers, plus friands, plus goulayants, où on va faire des macérations qui vont durer qu'une petite huitaine de jours. Tout dépend de ce qu'on recherche. On a vraiment deux types de vins qu'on peut faire à partir du même raisin. Alors, ensuite, pendant ce temps-là, il se passe aussi le processus finalement le plus important dans l'élaboration du vin, qui est la fermentation alcoolique. Donc, par l'action de levure, on va transformer le sucre en alcool et et c'est là vraiment qu'on obtient du vin. Donc, d'ailleurs, on parlera de Bernache, on s'est rappelé ce nom-là tout à l'heure. Parfois, fin septembre, début octobre, au moment des vendanges, vous pouvez voir des commerçants qui vous vendent de la Bernache. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la Bernache? Qu'on déguste généralement juste à cette période de l'année. Qui sait ce que c'est que la Bernache? Je pense que vous avez tous déjà goûté à la Bernache. Alors, il y a toujours un petit décalage entre les réponses. Le vin en début de fermentation, c'est ça, exactement. Et moi, je me souviens quand je suis arrivé à Bourgueil, c'était en septembre, et un vigneron m'avait offert une bouteille de Bernache en me disant bien, fais bien gaffe parce que ne secoue pas trop ta bouteille, laisse des petits trous pour que le gaz puisse s'en aller, parce que sinon ta bouteille peut exploser, parce qu'en fait on a un jus qui a commencé à fermenter, quoi. Quelques mots sur Jean-Marie, sur la fermentation alcoolique. Le moudre,
je réponds à une question. Vas-y. Je crois que c'était Enzo. Le mou, c'est pas seulement, c'est l'ensemble de la cuve qu'on appelle le mou. Ah, ok, c'est pas que le jus, alors c'est aussi les parties solides. Je regarde les questions en même temps. Oui, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Okay. Par contre, la bernoche, bah, c'est que du jus. Hein. Voilà, faut que ça tienne dans un verre. Faut que ça tienne dans un verre, ouais, exactement. La bernoche, c'est vraiment uniquement quand ça juste commence à fermenter. Hein. Un laxatif. Après, une fois que la phase de fermentation est. J'ai pas tout suivi. Non, continue. Ouais, le bourru, bah, c'est la bernoche aussi, ouais, exactement. Continue. Ouais, un laxatif, ouais, c'est ça. Ça marche bien aussi, ouais. Ok, on continue. Alors, donc qu'est-ce qui se passe après? Donc la fermentation alcoolique a eu lieu. Jean-Marie, je te laisse continuer sur l'écoulage, le décuvage. Qu'est-ce qu'on va faire là? Alors, une fois que la fermentation alcoolique sera terminée, c'est-à-dire que tous les sucres seront transformés par l'action des levures en alcool, ensuite, on va procéder au tirage. On va tirer le vin. Il y a une expression qui dit quand le je sais plus comment on dit, quand le vin quand le vin est tiré, il faut le boire. Le vin nouveau, c'est le vin qui est coulé de la cuve directement après la fermentation alcoolique. On va séparer le jus de la partie solide, c'est-à-dire qu'on va écouler le jus, la partie solide va rester dans la cuve et ensuite on va la sortir pour la pressurer. Parce que dans cette partie solide, il va rester, c'est comme une éponge, hein, il va rester du jus en suspension et on va récupérer ce jus par l'intermédiaire du pressoir. Il y a des régions où on presse directement avant de rentrer en cuve les jus, notamment pour les blancs. Et puis chez nous, on se sert du pressoir après la fermentation alcoolique. C'est-à-dire qu'on récupère le second jus qui s'appelle le jus de presse. On a d'un côté les jus de goutte et d'un autre côté les jus de presse qui est un peu plus chargé parce que forcément il y a plus de matière qui est issue des matières solides. Et ensuite, ces jus seront peut-être, selon les cuvées que l'on veut faire, ils seront plus ou moins réassemblés. On en parlera tout à l'heure, je crois, après. Oui, on va parler d'assemblage après tout à l'heure. Ouais. Jean-Marie, il y a Enzo qui posait une question sur les levures. Les levures sont-elles seulement indigènes? Est-ce qu'il y a une sélection? D'où proviennent les levures? Alors, il peut y avoir plusieurs types. Alors, généralement, le grain de raisin sur la peau du raisin, il a suffisamment de levures indigènes. Les levures indigènes, c'est les levures naturelles. Mais il peut y avoir certaines techniques où il y a des levures qui peuvent être ajoutées. Tout dépend des process de vinification selon tel ou tel vigneron, tel ou tel œnologue, tel ou tel laboratoire. Il va préconiser ou plus ou moins. On essaie dans la mesure du possible, quand c'est une année très saine, on préfère toujours la levure indigène parce que forcément c'est celle qui est la plus naturelle, qui est issue du raisin. Après, il y a plein de techniques différentes. Jean-Marie, c'est une question que je pose là pour ma culture. Quand on parle de Beaujolais nouveau, tu sais, on parle souvent du Beaujolais nouveau qui a un peu ce goût de banane qui est lié à des levures, j'imagine. C'est un type de vin finalement où on utilise peu de levures indigènes, mais comme on a besoin de sortir un vin assez rapidement, là c'est vraiment des levures extérieures qu'on ajoute. C'est un peu ça l'idée? Il y a eu surtout une époque où vraiment c'était un goût qui était apporté exclusivement par telle ou telle variété de levure qui était ajoutée. Ça s'est beaucoup calmé maintenant dans ces régions-là. Les Beaujolais n'ont jamais été aussi bons que de nos jours. Mais c'est vrai que les vins nouveaux, souvent c'est un process qui est beaucoup plus rapide, donc qui est beaucoup plus technologique souvent. Ouais. Il y a donc Edouard qui posait la question si en bio on n'utilisait que des levures indigènes. Je ne crois pas, hein. Enfin, c'est toi qui vas répondre. Pas forcément, mais dans la mesure du possible, quand il n'y a pas lieu d'utiliser d'autres levures, pourquoi pas. En général, si on peut se passer si la matière
pour faire un bon vin, il faut toujours avoir un raisin le plus sain possible. Si le raisin il est parfait en soi, il n'y a pas besoin d'avoir recours à tout ce qui est produit autre, notamment des levures du commerce. Si le raisin est parfait de lui-même, il y a pas les levures indigènes sont les levures les plus typiques du cépage. Hein. Tout à fait. Jean-Marie, il y avait justement quelqu'un qui posait la question aussi c'est Eric, sur la macération carbonique, qui se pratique beaucoup dans le Beaujolais, parce que je crois connaître. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la macération carbonique? Parce que c'est vrai qu'il y a quelques vignerons de Bourgogne aussi qui utilisent cette technique de macération carbonique. Ouais, mais souvent la macération carbonique, elle n'est pas utilisée à 100%. Chez nous, traditionnellement, c'était pas la macération carbonique. Souvent, la macération carbonique, c'est fait pour garder justement des arômes assez primaires de fermentation, et ça fait des vins plutôt des vins nouveaux, hein, des vins jeunes, c'est pour garder du fruit sans avoir de tanin. Alors c'est vrai que c'est une technique qui s'emploie de plus en plus, mais souvent c'est en assemblage. C'est pas toujours que toutes les cuvées qui sont faites comme ça. Alors, chez nous, la tradition, c'est quand même une cuvaison. Donc la macération carbonique, hein, c'est bien des raisins entiers qui n'ont pas été comment dire, écrasés. Enfin, la fermentation se fait dans la baie du raisin, dans un grain de raisin entier. Ouais. Voilà. C'est ce qui garde sa fraîcheur. Ça reste à l'intérieur. Et carbonique parce qu'il y a un ajout de gaz aussi. Ça se fait sous pression, c'est ça? Alors non, la carbonique, c'est parce que le gaz carbonique reste enfermé un petit dans la fermentation se fait dans le grain de raisin, alors que dans une cuve, quand on a un mou, il y a l'ensemble qui est mélangé. Ok. Alors. Et souvent d'ailleurs, pour garder des vins un petit peu nouveaux, un petit peu frais, on leur garde le gaz carbonique qui est issu de la fermentation, notamment dans les régions comme Beaujolais. Ils essayent de le conserver un petit peu plus longtemps pour garder un peu de fraîcheur. Le côté carbonique garde un peu de fraîcheur au vin. Mais nous, pour faire des vins un peu plus, on a plutôt tendance à faire des vins un peu plus de garde, et on évite d'avoir trop de gaz carbonique. Nous, on est plutôt sur un côté avec des vins qui méritent un certain élevage avant d'être dégustés. Ok. On continue? Alors, donc on a parlé de vin de presse, hein, on a parlé de donc le pressurage, hein, on va presser on a un vin de presse qui est très chargé, lui justement très dense, très chargé en matière, en tanin. Et on va parler d'une deuxième fermentation qui est la fermentation malolactique. Alors, c'est vrai que parfois on entend des vignerons qui nous parlent de malo, qui nous disent tiens, mon vin il a fait sa malo, il n'a pas fait sa malo. Alors, d'après ce que tu viens de nous dire, d'après ce que j'ai compris, c'est que les vins rouges en général font toujours leur fermentation malolactique, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les vins blancs. Mais parle-nous un peu de cette deuxième fermentation, qui est la fermentation malolactique. Alors ça, la fermentation malolactique, c'est une étape qui est très très importante dans l'élaboration d'un vin rouge, parce que c'est ce qui va se permettre notamment de diminuer le côté vif et acide d'un vin, et c'est ce qui va faire aussi que le vin va se conserver dans le temps. Si la malo, il y a eu une époque il y a très longtemps, parce que la fermentation alcoolique, elle est faite par les levures, et la fermentation malolactique, c'est l'action des bactéries. Et ça a été très longtemps méconnu, notamment des vignerons. C'est pour ça que on entendait jadis les gens dire mon vin en bouteille, il refermente, il a du gaz. Ça, c'est parce que la malolactique n'était pas faite avant de partir de chez le vigneron. Maintenant, dans nos cahiers des charges d'appellation, la malolactique doit être faite impérativement pour être mis en commercialisation. On peut la faire très tard, elle peut être faite que dans l'été, il n'y a aucun problème, mais le vin ne sera pas vendu si la fermentation malolactique n'est pas faite. C'est une étape essentielle dans l'élaboration d'un vin pour que ça soit un vin fini, prêt à consommer. Donc tu disais que parfois on peut attendre jusqu'à l'été pour qu'elle se fasse, et sinon elle peut s'enclencher assez vite après la fermentation alcoolique.
Ouais, parce que généralement, il fallait que les températures remontent souvent dans les granges, dans les chais, à l'époque, il y a eu une époque où on vendangeait déjà tard et des fois le mois de novembre était déjà arrivé et souvent les chais étaient assez froids et ça fait que la fermentation malolactique ne se faisait pas. On souhaite maintenant, faut souvent que faut que la fermentation malolactique se fait à l'idéal aux alentours des 15 degrés. 15 degrés, c'est relativement chaud et en hiver, c'est pas forcément, c'est facile à atteindre. Maintenant, il y a des moyens pour réchauffer les chais et compagnie, mais à l'époque, jadis, on ne savait pas faire. Donc, la fermentation se faisait naturellement quand les beaux jours arrivaient. C'est pour ça que traditionnellement, les vins étaient mis en bouteille plutôt au mois de septembre quand justement la lactique était finie après. Mais il faisait sans le savoir. Il y a Edouard qui demande si la malo se fait-elle toute seule. Oui, la malo se fait généralement toute seule. C'est une étape qui est tout à fait naturelle. Et alors, quid des vins blancs? Il y a Eric qui demande, qui pose la question, pas pour les vins blancs. Dans les vins blancs, généralement, on fait pas forcément la malolactique. Elle peut être fait en partie, ça dépend. Souvent, ça lui garde un côté un petit peu plus vif. Le vin blanc, chez nous, la malolactique, c'est vraiment dans un rouge. Si elle n'est pas faite, on aura des problèmes un jour ou l'autre en bouteille. Le vin blanc, après, ça garde une côté. On a une acidité qui est souhaitable pour donner de la fraîcheur. Mais nous, ça le désacidifie. Le fait de faire une fermentation malolactique, ça désacidifie le vin rouge. Ok. Donc, on arrive aussi à la phase d'assemblage où on va assembler vin de goutte et vin de presse. Alors, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, l'assemblage qui se fait, qui peut se faire maintenant, qui peut se faire aussi après l'élevage. Donc, on a mis la séquence à cet endroit, mais elle peut se faire après l'élevage des vins. Quelques mots que tu veux rajouter, Jean-Marie, peut-être sur cet assemblage entre vin de goutte, vin de presse. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les assemblages, ils sont pas systématiques. Les assemblages, ils peuvent très bien être faits. Le fait de dire on fait un assemblage, c'est pas forcément le vin de presse qu'on va remettre avec les vins de goutte. Ça peut très bien être 2 cuves de vin de goutte qu'on va assembler pour faire une cuvée plus d'un style ou d'un autre. Et après, on peut rajouter une proportion de vin de presse dans un vin de goutte selon qu'on veut lui remettre un petit peu plus de structure ou pas. Mais il n'y a rien de ça, c'est vraiment chacun qui décide selon la cuvée qu'il veut assembler. Et il y a des vins on peut même avoir un vin de presse qui ne sera pas assemblé et qui va être vraiment travaillé à part pour essayer d'être un petit peu plus dépouillé et avoir perdre son amertume et ses côtés astringents. Donc il y a des vins qui sont des 100% vins de presse, d'après ce que tu dis, avec le travail qui va derrière, bien sûr. Oh, ça peut arriver, mais c'est rare quand même. Le vin de goutte, souvent le vin de goutte a plus de finesse. Ok. Top. Les vins de presse représentent environ 15% en général. 15%, d'accord. Dans une cuve. Ouais, ok. Alors, on va parler de soutirage maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de soutirage, Jean-Marie? À moins qu'il y ait des questions. Alors, j'ai peut-être pas vu toutes les dernières questions. Il y a Gilles qui pose la question du soufre. Bon, on va en parler de toute façon du soufre dans un instant. Il y a des débats autour de la malo sur les vignerons qui font de la malo ou pas, plutôt sur les vins blancs. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Ah oui, il y a le débat sur la malo sur les chenins. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chenins qui sont faits sans malo. Mais Audrey nous dit qu'il y a des vignerons qui laissent faire la malo sur certaines cuvées pour avoir un peu de gras, d'ampleur, c'est vrai. On parle de soutirage, Jean-Marie? Oui, alors le soutirage, c'est la clarification en fin de compte. À chaque étape du vin, on va faire un soutirage pour séparer les parties solides de la partie liquide. Pour mettre un vin en bouteille, il faudra que le vin soit le plus clair possible et qu'il y ait moins de bourbe et de dépôts dedans.
parce que c'est jamais bien agréable d'avoir beaucoup de dépôts, même si on est. Alors la filtration, elle, n'est pas systématique et obligatoire, même si elle est faite quasiment toujours ou très souvent toujours. Mais le soutirage, c'est qu'à chaque étape de la vinification, on va tirer le jus au clair, c'est-à-dire qu'on va uniquement tirer le jus et on va laisser les lis. La lie, c'est les parties qui sont en suspension dans le fond des cuves. Et ces lits vont être extraits. Ça, c'est du déchet. Là. Les lits, on ne s'en sert pas. Les lits, après, ça part comme les matières solides, ça part à la distillation. On fera de l'alcool, notamment pour faire du gel hydroalcoolique. C'est le moment en ce moment. Il y a un débouché là. Il y a un débouché, oui, c'est sûr. Et parle-nous un peu du soufre aussi. Parce il y a 2-3 questions sur le soufre. Alors, c'est vrai qu'on parle de soufre pour protéger le vin aussi lors de la mise en bouteille, mais à cette phase-là de soutirage, est-ce qu'il peut y avoir un peu de soufre? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Alors, le soufre, chez nous, c'est utilisé, c'est essentiellement, c'est un antioxydant. C'est-à-dire que le pire ennemi du vin, c'est l'air. C'est-à-dire que le vin, à chaque fois qu'il va prendre l'air, il risque de s'oxyder. Donc, le soufre dans le vin, c'est utilisé pour empêcher l'oxydation. Ce qu'il faut savoir, c'est dans les vins rouges, style des Bourgueil, des vins rouges qui sont relativement structurés, déjà l'alcool et les tanins, c'est déjà conservateur pour en elle-même. Donc il y a très peu besoin de soufre dans un vin rouge. C'est des vins où il n'y a plus de sucre en suspension, donc les vins sont on dit que c'est des vins qui sont secs, donc qui sont beaucoup plus faciles à conserver naturellement. Il y a des rajouts de soufre au moment des soutirages ou au moment des mises en bouteille. Ça reste des doses qui sont infimes. Il y a des maximums qui sont autorisés dans les vins rouges qui sont, je crois, de 150 mg par litre et non pas par hectolitre comme disait Enzo tout à l'heure. On parle bien de milligrammes par litre. Hein. Et il faut savoir qu'en biologique, le maximum c'est 100. Et traditionnellement, moi, toutes mes cuvées et même des gars qui sont pas forcément des vignerons qui sont conventionnels, les doses de soufre sont les mêmes que chez nous en bio. Et on constate à chaque fois que c'est 30 à 40 milligrammes par litre. On est loin des 100 ou des 150 autorisés. Hein. Ça, c'est plus utile dans des vins qui ont des sucres résiduels ou quelque chose comme ça. Nous, c'est beaucoup plus simple à conserver. Le soufre, il y a beaucoup de polémiques à partir du soufre, mais il est utilisé avec parcimonie et de moins en moins et juste ce qu'il faut. Mais il y a on a des analyses qui sont très pointues pour l'analyser maintenant. Il y a eu des époques où le soufre n'était pas dosé comme aujourd'hui et il y avait des doses qui étaient des fois importantes, mais parce que les doses n'étaient pas maîtrisées. Maintenant, c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a Eric qui demande si. Et on est les premiers à ne pas vouloir avoir la tête quand on boit du vin. Il y a Eric qui demande si du soufre peut être utilisé pour bloquer certaines levures. Eh ben oui, mais ça c'est plus ce qu'on appelle les mutages et compagnie, mais ça c'est plus des vins avec des sucres résiduels et compagnie. Nous en vin rouge, la fermentation alcoolique, on transforme tous les sucres en alcool. Donc il y a pas de sucre résiduel qui reste dans nos vins rouges. Donc en fait, ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que les vins rouges de Bourgueil, avec leur matière tannique, avec leur tanin, avec leur alcool, finalement, rien qu'avec ces deux composants, on peut protéger le vin et en plus on a des vins secs, ce qui explique le peu de besoin de soufre en fait dans ces vins-là. Tout à fait. Hein. S'il est conservé dans des bonnes conditions, notamment de température, il y a un vin rouge qui est bien structuré, ben, il a pas besoin d'additifs. C'est un vin qui va se conserver naturellement par son alcool et ses tanins. Et ce qui est le cas avec notre Cabernet Franc. Hein. Il y a Bernard qui demande si on peut conserver un vin bio aussi longtemps qu'un vin traditionnel. Bah, écoutez, on a dans nos caves des vins qui remontent aux années 1800 et quelque chose. C'était forcément des vins bio à l'époque et ils sont encore pas mal aujourd'hui. Donc après, tout dépend des conditions de garde. On a des caves ici qui sont qui sont exceptionnelles. Après, c'est pas le cas dans toutes les caves. Il faut surtout connaître sa cave et savoir boire les vins quand il faut.
Faut pas les attendre 100 ans si on a une cave qui est pas adéquate. Hein. Mais les vins sont aussi faits pour être bu, donc profitez-en. Hein. Alors Morgane qui demande quel est le risque d'avoir des brettes sur un Bourgueil sans soufre. J'aurais tendance à dire, mais c'est toi qui vas confirmer, Jean-Marie, que c'est aussi beaucoup une question d'hygiène, d'hygiène du chai, de propreté, d'état sanitaire. Ah bah ça c'est le b.a.-ba. Si tout est bien désinfecté et tout nettoyé à chaque fois, on n'aura pas les brettes qui vont se développer. Après, c'est l'attention qui est donnée à toutes les étapes, le rinçage des tuyaux, le rinçage des pompes et tout, c'est le b.a.-ba et c'est le primordial pour élaborer un bon et un grand vin. Il faut vraiment, c'est l'hygiène qui va compter. Hein. Donc les brettes, pour ceux qui connaissent pas ce mot, hein, c'est cette odeur, ça a pour conséquence cette odeur animale que vous pouvez avoir parfois de temps en temps dans certains vins, voilà, qui est pas forcément très agréable. Je réponds pour Arnaud. Ouais. Ok. Les brettes, c'est les Brettanomyces. Brettanomyces, ouais. Qui en fait se transforme et donne de là. Alors c'est l'acide, c'est un nom où ça crée un gaz en fait qui donne ces odeurs vraiment pas agréables du tout. Ouais. C'est une bactérie. Ouais, ça provoque une déviation des goûts. Ouais. Ok, on va continuer du coup. On va parler d'élevage. L'élevage, c'est ce processus qui va constituer à garder un vin, par exemple en fût, en barrique, par exemple pendant plusieurs mois. Alors pas forcément que dans le bois. Enfin, Jean-Marie va nous en parler. Et quand c'est le cas du bois, l'idée c'est qu'il y a un micro-échange avec l'air par l'intermédiaire du bois. Donc ça va permettre d'améliorer la structure du vin et puis d'enrichir aussi la palette aromatique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'élevage, Jean-Marie ? L'élevage, il peut être effectué de différentes façons. Tout dépend la destination finale de la cuvée et surtout le terroir d'où il provient. Si on veut faire il y a certaines grandes cuvées de longue garde qui vont être passées dans du bois pour le côté justement les échanges avec l'air et l'amélioration de la structure, ça donne un côté un petit peu particulier. La grande majorité des bourgueils, je pense, est uniquement élevée en cuve. Parce qu'il y a beaucoup de bourgueils qui sont des bourgueils de ce qu'on appelle des cuvées de printemps, des cuvées un petit peu friands, goulayants, et on ne cherche pas le côté tannique. On n'a pas besoin de les assouplir dans le bois. Souvent, les cuvées qu'on passe en bois, c'est plutôt des cuvées qui sont assez corsées, assez tanniques, et où on veut faire des structures plutôt des vins de garde, et on va essayer de les affiner dans du bois en les passant un petit moment dans le bois. Mais on a aussi un affinage qui se produit en cuve, mais on a moins d'aromatisation par du bois. Il y a Edouard qui demande si on utilise des fûts neufs ou pas. Est-ce que toi, Jean-Marie, t'élèves une cuvée dans du bois, par exemple? Alors moi, j'ai fait pendant très très longtemps des élevages dans des fûts, des barriques, mais qui étaient des barriques qui étaient assez âgées. Moi, je n'utilisais jamais de fûts neufs. Maintenant, il y a des vignerons qui font des élevages dans des bois neufs. Chacun sa technique. Voilà, moi j'ai abandonné les élevages sous bois parce que je cherche plutôt à faire des vins. Moi, j'ai une clientèle plutôt qui cherche des vins friands, goulayants, et j'ai pas besoin de rapporter des côtés boisé, chêne et compagnie. Après, c'est une question de goût. Ça, hein. À la coopérative, on a une cuvée qu'on élève en fût et qui est super bien, mais c'est une cuvée vraiment pour faire des vins de longue garde. Ouais, la cuvée Cornelius. Chaque vigneron a souvent un côté boisé, une cuvée qui va passer en fût. Mais l'essentiel des bourgueils, souvent, tout n'est pas passé en fût. Oui. Et alors, effectivement, il y a Gilles qui parle d'amphores. Il y a quelques vignerons, alors ça reste très marginal, hein, mais qui ont isolé comme ça quelques cuves et qui font des élevages dans des amphores en terre cuite. Voilà, donc ça se développe aussi. Bon, ça reste encore vraiment à la marge aujourd'hui.
Oui, ça reste à la marche. C'est des techniques un petit peu que les gens testent. Ouais, ouais. Mais il faut essayer, il faut voir. Hein, c'est pas, faut pas être figé dans le passé. Quoique l'amphore, c'est peut-être On une revient dans technique le passé. qui nous vient du passé, mais Ouais, on revient dans le passé. Mais ouais. voilà, mais il y a des trucs sympas. Il y a il y a plein de choses à essayer. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, je vois qu'il y a eu des questions sur l'acidité volatile. Donc je vois qu'il y a Audrey qui a répondu et Charlotte aussi. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur l'acidité volatile qui fait partie des défauts du vin, à ne pas confondre avec les brettes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'acidité volatile sans trop rentrer dans des détails trop techniques, mais juste pour grosso modo, qu'est-ce que c'est l'acidité volatile, Jean-Marie? Ah bah, l'acidité volatile, c'est ce qui fait qu'à la fin, le vin, s'il est pas mis à l'abri de l'air, il finit par faire du vinaigre. D'où l'intérêt d'avoir toujours des récipients qui soient bien pleins pour qu'ils ne prennent pas l'air. Je répète que je disais tout à l'heure, le pire ennemi du vin, c'est l'air. Même si on en a besoin à certaines phases des fermentations, une fois que le vin est fini, il faut absolument qu'il soit protégé de l'air parce que c'est là que le vin va tourner. Comme beaucoup d'aliments d'ailleurs, hein, au contact de l'air, c'est là que tout se dégrade. L'acidité volatile, bah, c'est ce qui finit par faire du vinaigre. On a des taux d'acidité volatile à ne pas dépasser pour que le vin reste loyal et marchand. Ok. Alors, je vous mets une photo d'une cave, là, que vous pouvez voir. Alors, vous avez à la fois des barriques, type barrique bordelaise, peut-être un peu plus grosses quand même, ces barriques qu'on voit sur la droite. Et puis des barriques beaucoup plus Ah oui, grosses. là, c'est carrément des foudres à gauche. Qu'on appelle des foudres, hein, c'est ça, Jean-Marie? Les foudres, c'est ces grosses barriques en bois. À gauche, oui, à gauche, c'est des foudres. Voilà. Et donc, je vous Et puis, invite vraiment à, c'est peut-être des ouais, je vous invite vraiment à venir faire un tour dans le vignoble de Bourgueil et d'aller visiter justement ces caves, ces caves sous terre dans le tuffeau où vous pourrez voir ces barriques, ces foudres. Voilà, c'est l'occasion de voir ce qui se passe sous terre et de voir comment les vignerons élèvent leur vin. Des foudres, c'est ça. On arrive à la fin du Exactement, processus. Edouard. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Laissez une bouteille ouverte et vous verrez. Edouard a dit laissez une bouteille ouverte, vous verrez. Alors, la bouteille du lendemain est des fois très bonne, mais quand elle a plusieurs jours après, elle est moins bonne. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, il ne faut pas se tromper. Du coup, on arrive à la fin là. Le vin, il a terminé son élevage. On va préparer le vin pour la mise en bouteille maintenant, avant de mettre en bouteille. Donc, on va soutirer le vin en cuve et on va le clarifier aussi. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on rajoute une dose infime de soufre pour la mise en bouteille, je crois, Jean-Marie, hein, c'est ça? Bah, la mise en bouteille, c'est une étape où où le vin va être un petit peu chahuté parce qu'il va passer par un groupe de mise en bouteille pour être rempli dans la bouteille où c'est là qu'il aura un échange avec de l'air. Très souvent, c'est une période un petit peu critique et c'est à ce moment-là où il y a souvent un rajout de soufre pour protéger du contact avec l'air. Mais c'est des doses très très faibles. Ok, ok. Que dire de plus? Je sais pas. Et juste une question aussi que je me posais, quand tu fais des mises en bouteille, est-ce que tu gardes des vins en cuve et tu les mets en bouteille que parce que tu sais que tu as peut-être une commande où tu fais ça finalement régulièrement et puis après tu stockes en bouteille? Est-ce que tu stockes des vins en cuve? Alors les vins en cuve, généralement les cuvées plutôt de printemps, c'est des cuvées. Traditionnellement, on disait à Bourgueil, il faut qu'un bon Bourgueil ait fait ses Pâques. Donc en général, aux alentours d'avril, à mars-avril, les premières mises en bouteille sont faites et on commence à commercialiser après tout doucement derrière. Il n'y a pas de, on peut mettre en bouteille un petit peu tout au long de l'année. Après, on essaie
il y a des cuvées plus de garde qui seront mis vraiment plus tard quand ils auront un élevage un peu plus long. Moi, généralement, j'ai pas d'élevage long, donc les mises en bouteille sont assez précoces et on garde le côté fraîcheur et aromatique d'un vin plus longtemps. Mais chaque vigneron a son style. Hein. Est-ce que tu fais des mises en bouteille en ce moment, Jean-Marie? Oui, le 2019 est déjà en bouteille et j'en commercialise déjà. D'accord, ok. Bon, moi, je vous invite tous à goûter le 2019 de Jean-Marie à la fin de cette conférence. Qu'est-ce que j'ai? Oui, il y avait une question sur les bouchons aussi. Juste pour parler bouchons comme ça, est-ce que bouchon en liège, bouchon synthétique, capsule? Alors, j'ai jamais vu de capsule à Bourgueil, capsule à vis à Bourgueil. Est-ce que tu as un mot à dire sur les bouchons, sur ce qui se fait, sur ce que tu vois aussi autour de toi? Ouais, alors vaste question le bouchon. Le bouchon, c'est très très complexe. Traditionnellement, c'est encore sur les vins rouges notamment, c'est encore beaucoup des bouchons en liège naturel. Moi, depuis quelques années, j'emploie des bouchons. C'est un polymère qui est fait à base de canne à sucre. C'est un bouchon qui est recyclable à 100%. Et là, par contre, il y a pas de défaut et pas de bout de bouchon. Après, le bouchage à vis est encore très peu répandu sur les marchés principaux de Bourgueil. On n'a encore pas trop ça. Ça viendra, je pense, le bouchon à vis, parce que si c'est des vins, notamment des cuvées de printemps qui sont consommés assez rapidement, il n'y a pas généralement, le français est très traditionnaliste et il a du mal à changer un petit peu. À changer, mais bon, quand on voit, on boit aussi des vins qui sont étrangers, qui ont une capsule à vis, et que les vins sont parfaits. Hein, il y a pas, on a beaucoup le défaut de vouloir toujours avoir des bouchons de liège. Il faut savoir que la consommation de bouchons en liège, le vin dans le monde, ça représente vraiment des volumes importants. Et il y a plus de vin produit qu'il y a de chêne liège qui est capable de produire du liège. Donc forcément, si les lièges sont récoltés trop tôt, les lièges sont pas forcément de bonne qualité. Vaut mieux un bon bouchon avec un agglomérat qu'un bouchon en liège qui soit de piètre qualité. Hein. Ok, super. Il y avait juste une question ou deux avant de passer à la suite sur la clarification. J'ai vu aussi passer des questions sur le collage. Est-ce que tu peux nous dire deux mots par rapport à ça? Le collage de nos jours, c'est très peu, c'est plus beaucoup utilisé. Hein. C'était utilisé traditionnellement par nos anciens qui collaient notamment avec des blancs d'œufs. Maintenant, de nos jours, c'est plus utilisé. C'est plutôt la filtration qui est utilisée. Hein. Il y a des filtres maintenant qui sont très comment dire complexes et qui n'abîment pas les vins comme les premiers filtres qu'il y a eu une époque. Maintenant, les filtres, c'est des filtres vraiment qui sont pointus et les vins, ils sont filtrés mais sans être flingués comme c'était le cas à une époque. Ok. Parfait. Ben, écoutez, ça y est, on est allé jusqu'à la mise en bouteille du vin rouge de Bourgueil. Je voulais qu'on finisse aussi par juste quelques mots sur le rosé dans tout ça. C'est vrai qu'on a parlé de vinification de vin rouge. Ben, comment est-ce qu'on fait du rosé, Jean-Marie? Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment tu fais? Est-ce que tu fais des rosés de saignée? Est-ce que c'est juste du pressurage direct? Raconte-nous un peu tout ça. Alors, chez nous à Bourgueil, il faut savoir qu'on a un seul cépage à partir duquel on va faire principalement du rouge et un petit peu de rosé. Mais ça sera toujours issu du même cépage, le Cabernet Franc. Le rosé, il y a plusieurs techniques. La technique la plus ancienne ici à Bourgueil qui était utilisée, c'était toujours des rosés de saignée. Les rosés de saignée, c'était ce qu'il y avait de plus simple. On tirait du jus dans une cuve et il était vinifié après uniquement en jus, comme un vin blanc. Et donc le rosé, traditionnellement, on tire du jus dans la cuve au bout d'à peu près 24 heures, quand il a juste commencé à prendre un tout petit peu de couleur de la peau du raisin, mais on ne cherche pas à avoir de tanin et on ne cherche pas à avoir plus de couleur. Donc il est extrait assez tôt de la cuve. Comme ça, il est séparé des matières solides.
et après les vinifier uniquement en jus. Mais très souvent maintenant, on fait aussi des rosés de pressurage direct, c'est-à-dire qu'on met à la vendange directement le raisin dans le pressoir et on sert pour avoir le jus tout de suite. On gagne un petit peu en aromatique. Alors maintenant, souvent, il y a les deux techniques qui sont utilisées, plus ou moins selon les domaines, mais le rosé de pressurage direct, ça apporte quand même des rosés un petit peu plus plus fruités, plus élégants. Mais les rosés de saignée, on a fait toujours des très bons rosés de saignée, mais bon, souvent on fait aussi des assemblages entre le pressurage direct et le rosé de saignée. Le rosé de saignée, à une époque, il faut savoir qu'on avait quand on avait des petites années où le raisin n'était pas super mûr, on a la chance maintenant avec le réchauffement climatique de faire quasiment tous les ans des vendanges avec des raisins super mûrs. Ça, c'est l'avantage aussi des vins de Loire de nos jours. On a moins besoin de purger du jus de la cuve pour que ça concentre l'autre. Et juste une dernière question sur le rosé de saignée. Donc, quand on va extraire un peu de ce jus dans une cuve qui est destinée à faire du vin rouge, on va extraire ce jus au bout de combien de temps quand on parle du rosé de saignée? Oui, eh ben, j'ai dit tout à l'heure environ 24 heures. À 24 heures, d'accord, j'ai pas entendu. Mais c'est très variable d'une année à l'autre. Non, mais c'est pas grave. C'est très variable d'une année à l'autre. Mais généralement aux alentours des 24 heures et on a déjà largement suffisamment de couleurs. Ok. Parfois moins, hein, parfois moins. Parfois, il ne faut pas attendre longtemps. Hein. Ok. Parfait. Ben, écoute, merci Jean-Marie. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. On va passer à la dégustation, la dégustation virtuelle confinée. Voilà, on a fait à peu près le tour de l'élaboration d'un vin rouge, hein, de la vendange jusqu'à la mise en bouteille. On a parlé un peu de rosé. Il y avait, je regarde les questions, les dernières. Il y avait Morgane qui parlait du vin blanc à Bourgueil. Effectivement, il y a pas mal de vignerons, enfin pas mal. Il y a d'ici 5 ans, il y aura un peu moins de 5 ans, il y aura à peu près une quinzaine d'hectares de chenin blanc qui étaient plantés à Bourgueil. Et effectivement, il y a un groupe de vignerons maintenant qui commence à travailler sur l'élaboration d'un cahier des charges en Bourgueil blanc. Alors ça va prendre au moins 10 ans, voire plus, parce que il va falloir commencer à faire un style de vin. Il y a l'INAO qui va suivre aussi tout ce chantier. Et les vignerons vont affiner au fur et à mesure le style de vin qu'ils veulent produire, peut-être identifier certains terroirs. Donc tout ça, ça va prendre du temps. Et pour créer une appellation aussi, il faut aussi justifier de cette création avec les usages. Mais ça, il y avait autrefois du chenin déjà à Bourgueil, donc ce sera peut-être plus facile. Est-ce que Jean-Marie, toi, est-ce que tu as planté du chenin ou est-ce que tu as l'idée d'en planter? Alors, c'est pas l'envie qui m'en manque, c'est plutôt les terrains que j'ai pas pour l'instant. Ici à Bourgueil, c'est vrai qu'il y a toujours eu jadis du vin blanc. Hélas, en 1937, lors de la création de l'appellation, nos anciens n'ont pas jugé utile de l'inscrire au décret, alors qu'il y en avait. On a tous dans nos caves des vieilles bouteilles de chenin, notamment le cépage local. Hein. Édouard, il connaît bien. Édouard, c'est le spécialiste du chenin, lui, qui est à notre écoute. Et on faisait des chenins qui étaient super. Moi, j'ai des mémoires. Alors, c'est peut-être la Madeleine de Proust, mais moi, j'ai l'image encore du vin blanc que je buvais chez ma grand-mère. Et pourtant, j'étais gamin. Et on avait des excellents vins blancs de chenin à Bourgueil. Et ça s'est perdu parce que il y a eu une époque où ça devait pas être la mode de boire du vin blanc et que c'était pas porteur commercialement. Mais ça reviendra peut-être un jour. Mais il faut savoir qu'on avait des terroirs super pour faire des vins blancs. Hein. Oui, mais bon, c'est vrai. voilà. Oui. Voilà, rendez-vous dans 10 ans, 10-15 ans, on verra si on trouve des Bourgueil blancs chez les cavistes. Faut le souhaiter. On arrive à la fin là, de toute cette présentation. Je vais juste terminer. Et puis, à la limite, après, on prendra un peu de temps pour répondre aux dernières questions que vous avez pu poser dans le chat. Je fais juste un petit aparté. Alors, je vais réduire nos têtes qui prennent beaucoup de place. Comme je vous le disais au tout début, quand on a démarré, on a 2 maisons des vins à Bourgueil. Vous pouvez goûter justement les vins dont on a parlé pendant la présentation, les vins de Jean-Marie en particulier. On a 2 maisons des vins qu'on avait fermées pendant la durée du confinement, mais qu'on rouvre dès la semaine prochaine. Alors, je vous enverrai par mail, vous recevrez par mail les horaires de la maison des vins de Bourgueil et de la maison des vins de Langeais qui seront ouvertes plutôt en fin de semaine.
plus le mardi matin qui est jour de marché à Bourgueil. Donc voilà, je vous invite vraiment à passer à Bourgueil dans la Maison des Vins et à Langeais. Alors là, vous avez quelques photos de la Maison des Vins de Bourgueil. Vous avez 180 cuvées, alors principalement de vin rouge, hein, qui a un peu de rosé également, et puis quelques bulles et quelques vins blancs, mais que des vins produits sur l'aire d'appellation. Et puis là, une boutique un peu plus moderne à Langeais, la deuxième Maison des Vins, voilà, qui réouvre aussi la semaine prochaine, fin de semaine à Langeais. Donc, passez dans le coin, vous êtes vraiment les bienvenus. Alors, on ne remettra pas en place tout de suite la dégustation. On ne remettra pas en place toute la dégustation avec le contexte que vous connaissez, mais par contre, si vous repassez un peu plus tard, ce sera de nouveau opérationnel. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais parler, on a parlé de la cave. On a parlé de la cave tout à l'heure avec Jean-Marie. Je vais baisser la taille de nos photos. Donc voilà, la cave Robert et Marcel. Donc la cave Robert et Marcel, le gros site est vraiment à Saint-Cyr-en-Bourg, mais à Bourgueil, vous avez la cave de Ressigné qui vous accueille aussi, avec un petit caveau. Vous pouvez faire de la dégustation. Vous pouvez aussi acheter du vin. Je pense qu'on doit trouver tes vins aussi, Jean-Marie, à la cave de Restigné, j'imagine. Bah, on trouve pas mon vin directement. Il y a différentes cuvées. Il y a toute une petite palette de cuvées, mais j'ai pas ma cuvée à moi perso là-bas. D'accord, ok. D'accord. Bah, vous la trouverez sinon à la Maison des Vins de Bourgueil, la cuvée de Jean-Marie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous présenter aussi notre boutique en ligne, parce que depuis plusieurs mois, avec les Vins de Bourgueil, on a mis en place une boutique en ligne. Alors, si vous étiez là aux dernières conférences, j'en avais déjà parlé. Et ce que j'aime bien faire après une conférence, un webinaire, c'est vous offrir un petit code promo pour vous inciter à aller acheter quelques bouteilles sur la boutique en ligne. Et alors là, on vous a fait un petit code promo que je vais vous renvoyer par email où on vous offre une bouteille de rosé. Alors en fait, on vous offre 8 euros sur un carton de vin. Nos rosés sont entre 6,50 € et 8 et quelques. Donc on va dire que on vous offre une bouteille de rosé, composez-vous un carton et c'est pour vous. Voilà. Donc on a un petit code promo. Je vais vous le renvoyer par mail, comme ça vous l'aurez, vous pouvez le garder et puis vous pouvez vous faire plaisir. Et puis sinon, vous pouvez venir nous voir dans nos maisons des vins. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Une petite image de la boutique en ligne peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que vous y êtes déjà allé. Sur la boutique en ligne, vous allez trouver des vins de gravier qui sont des vins assez légers, fruités. Vous allez trouver des vins de tuffeau, donc c'est terroir argilo-calcaire un peu plus corsé. Et puis vous allez trouver aussi des vieux millésimes. Quand je dis vieux millésimes, d'au moins d'une dizaine d'années, où là vous avez accès à une palette aromatique un peu différente du Cabernet Franc évolué, qui est assez intéressante et assez jolie. Donc les vins sont répertoriés par catégorie, c'est assez facile. Voilà pour le côté promotion de notre jolie boutique en ligne. Et puis, écoutez, moi, je vous remercie en tout cas pour votre attention, pour avoir suivi cette présentation. Un grand merci à Jean-Marie. Merci de ton temps. Et c'est vrai que c'est appréciable d'avoir un vigneron avec nous parce que il peut nous répondre à toutes les questions assez techniques. Donc, vraiment un grand merci pour avoir passé une heure avec nous, Jean-Marie. Et on ne va pas éteindre tout de suite la conférence. Hein. S'il y en a d'entre vous maintenant qui ont des petites questions, c'est le moment. Hein. S'il y a des choses, des points sur lesquels vous aimeriez qu'on détaille un peu, écoutez, allez-y, on est encore là. Tu as encore quelques minutes, Jean-Marie, ou pas? Je suis chez moi, il n'y a pas de problème. Bon, je vous écoute. Merci à vous. Et est-ce qu'il y aurait encore quelques petites questions à poser sur la vinification, sur Bourgueil, sur ce que vous voulez? On a parlé de beaucoup de vin rouge, bien sûr, de rosé, un peu de vin blanc. On n'a pas parlé de bulles. C'est vrai que les vignerons de Bourgueil produisent aussi des bulles, font quelques petites bulles. T'en fais, toi, Jean-Marie, des bulles ou pas? Oui, mais c'est en Crémant de Loire. En Crémant de Loire, voilà. On fait des bulles, on fait des rosés, notamment des rosés méthode traditionnelle en Touraine, l'appellation Touraine, et on fait aussi des rosés de Crémant de Loire, à base de Cabernet Franc aussi. Hein. Mais bon, il y en a très peu ici. Hein. Ouais. Et comme disait Joël Audrey, c'est vrai dans le chat, là, il y a quelques vignerons, alors très très peu, hein, mais qui se sont amusés à faire un Cabernet Franc blanc. Voilà. Donc Pierre Sourdet, oui, à Chinon. Bertrand Galbrin, il a une micro-cuvée. Alors là, je me mets au défi d'arriver à trouver la micro-cuvée de Bertrand Galbrin, mais c'est assez intéressant.
Je sais pas, tu fais comme ça Alors, des cuvées confidentielles, toi? j'ai eu l'occasion de goûter chez un voisin, un collègue, ami vigneron, un blanc qui était fait avec du Cabernet Franc à l'aveugle. Je vous promets que c'est bluffant. C'est-à-dire qu'à l'aveugle, tu avais retrouvé des caractéristiques du Cabernet Franc ou pas du tout? Impossible. C'est vraiment, ça ressemble. Il y a pas, on n'a pas le côté tannique, on n'a pas le côté. Non, non. Si c'est, bah, de toute façon, quand c'est un jus qui est tiré sans la couleur, déjà, il n'a pas eu le temps d'extraire toutes les matières solides. Donc vraiment, ça ressemble à un vin blanc. C'est bluffant. Ouais. Oui, Denis qui demandait quelle est la méthode pour faire. Si on n'a pas l'œil pour voir que c'est. Oui, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, je Non, non. répondais Je à. dis si on le déguste à l'aveugle, jamais on le dit. Oui, 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 c'est vrai, on se fait avoir, ouais, c'est sûr. Non, il y a Denis qui demandait la méthode pour le crément. Ben, c'est la méthode traditionnelle champenoise, hein. C'est la méthode. C'est la méthode traditionnelle. C'est Ouais, la méthode ouais. traditionnelle. La seule différence, c'est qu'il y a un cahier des charges qui est un petit peu plus restrictif que pour la méthode traditionnelle. C'est impératif d'avoir 150 kilos pour faire un hecto, alors que pour faire un vin rouge, c'est 130 kilos à peu près. Et puis, bah, c'est essentiellement des raisins qui sont récoltés à la main. Ça, c'est pour faire comme les champenois. Il faut la grappe entière qui aille au pressoir. Ouais, ouais. Ah, il y a Enzo qui nous entend plus. Je sais pas, moi je t'entends encore, Jean-Marie. Je sais pas si vous nous entendez plus. Bon, on arrive à la fin de toute façon. Ah, je sais pas. Moi, j'entends encore. Ouais, je lis Enzo, mais je sais pas si on m'entend. Bon, moi je t'entends très bien, Jean-Marie. Ok, bah écoutez, au revoir Eric, bonne soirée à vous. Et puis bon week-end pour ceux qui sont en week-end. Oui, comme dit Noémie, Enzo, reconnecte-toi. Exactement. Vous pourrez réécouter ce webinaire, hein. De toute façon, vous allez avoir le lien. N'hésitez pas à le partager aussi avec vos amis, vos amateurs de vin dans votre famille. Et puis, on essaiera d'en refaire prochainement. Alors, Audrey nous dit qu'elle a goûté un vin de Pierre Gauthier à Benay. Alors, j'ai pas tout suivi, mais elle a dû goûter un blanc de Cabernet Franc, j'imagine. Bonne soirée, Ah non, non. Magda. Non? Non, je pense que c'est à 2009 un rouge, je pense. Un PMG, elle a goûté. Ah Un oui, un PMG. PMG. Alors, PMG, hein, quand un Un vigneron PMG, vous ça dit s'éteint. PMG, c'est pas pour vous, c'est pour sa gueule. Merci Charlotte pour le commentaire. Est-ce qu'il y aura un quatrième webinaire? Bon, on va voir, hein. Faut qu'on trouve des sujets aussi, des choses à vous raconter. Quel est le prochain thème? Alors Gilles, le prochain thème, moi j'avais envie d'en faire un sur le Cabernet Franc de manière assez générale en faisant un webinaire aussi avec nos amis de Chinon, de Saumur-Champigny, de Saint-Nicolas, des autres appellations rouges de Loire. Donc voilà, peut-être que c'est quelque chose qu'on fera. J'en avais parlé aux gens d'Interloire aussi, donc on verra, à suivre. En tout cas, merci d'avoir suivi. Merci Jean-Marie encore à toi. Puis on va te laisser tranquille, on va te libérer. Et puis bonne soirée à tous alors. Et je vous envoie par mail d'une part le rappel pour ce code promo qu'on vous met à disposition pour la boutique en ligne. Et puis également les horaires des maisons des vins si vous voulez passer à Bourgogne ou à Langeais. Voilà, voilà. Et vivement qu'on boive tous un coup ensemble, dit Audrey. Ben oui, c'est sûr, hein. Vivement le déconfinement. Bon, au revoir à tous. Eh ben, bonne soirée à tous. Bonne soirée, bon Et à week-end pour ceux bientôt qui sont en autour d'un verre week-end. de Bourgogne. Voilà. Et puis, venez goûter les vins de Jean-Marie, hein. À la Maison des Vins, on vous les met de côté. Bye. Bye bye. Allez hop, j'appuie sur le bouton stop. Au revoir à tous. À bientôt, Jean-Marie. À bientôt, au revoir.